Deux savants américains se sont égarés au cœur du temps, dans le labyrinthe des époques passées et futures, au cours des premiers essais ultra secrets d'un prodigieux dispositif, le chronogir. Tony Newman et Doug Phillips sont lancés dans une aventure fantastique, quelque part dans le domaine mystérieux du temps. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un autre cas de voyage dans le temps. Celui-ci avait été publié dans Strange Magazine au printemps 88. L'article s'intitulait Voyage du temps, écrit par Ken Moore. Il parle d'un homme qui se nomme lui-même LC, hein, c'est ses propres initiales, hein, et qui a vécu l'un des événements qui l'a le plus surpris. Bon, je vous cite son témoignage. LC et son associé Charlie venaient de finir de déjeuner dans la petite ville d'Abbeville, hein, au sud-ouest de la Louisiane. Tout en continuant à discuter au travail, ils s'engagèrent en voiture sur la route 167 vers la ville de Lafayette, à environ 25 km au nord. On était le 20 octobre 1969, il était 13h30. C'était une de ces magnifiques journées d'automne, un ciel bleu, 15 degrés. Hein. La route était pratiquement vide jusqu'à ce qu'ils repèrent à quelques distances ce qui semblait être une auto avec l'arrière arrondi roulant à petite allure. En s'approchant de cette relique du passé, leur discussion alla de leur travail hein, dans les assurances vers la vieille voiture devant eux. Alors que le style de l'auto indiquait qu'elle avait des dizaines d'années, elle semblait sortir d'une salle d'expo, ce qui provoqua l'admiration des deux hommes. La voiture continuait d'avancer, avançait tellement lentement que les deux hommes décidèrent de la doubler. Mais avant, ils ralentirent pour mieux apprécier la beauté et l'état du parfait état du véhicule. Pendant qu'il regardait, LC remarquait une très grande plaque d'immatriculation sur laquelle était imprimé clairement 1940. Bon, ça l'a un peu surpris. Hein. C'était tout à fait inhabituel et probablement illégal, hein, sauf si des dispositions avaient été prises pour que l'antique voiture puisse servir dans les exhibitions et expositions. En doublant lentement la voiture par la gauche, LC, qui était sur le siège du passager, remarquait que le conducteur de la voiture était une jeune femme habillée avec ce qui semblait être des vêtements des années 40. On était en 1969. Une jeune femme portant un chapeau décoré d'une longue plume colorée et d'un manteau de fourrure était, c'est le moins qu'on puisse dire, un peu inhabituel pour l'époque. Un jeune enfant se tenait sur le siège près d'elle, hein, peut-être une petite fille. Hein. Le sexe de l'enfant était difficile à déterminer car elle portait un gros manteau et un chapeau. Hein. Les vitres de sa voiture étaient remontées, hein, un fait qui l'intrigua. Parce que malgré la température un peu fraîche, il faisait bon et un léger pull suffisait pour se sentir bien. En remontant à la voiture, ils s'alarmèrent car leur attention se riva sur les expressions de peur et de panique du visage de la femme. Tout en restant à la hauteur de la voiture, hein, pas de trafic dans un sens ou l'autre, hein, ils pouvaient la voir regarder frénétiquement devant et derrière, comme si elle était perdue ou demandait de l'aide. Elle apparaissait au bord des larmes, elle était vraiment paniquée, cette pauvre dame. Étant du côté passager, elle l'interpella et lui demanda si elle avait besoin d'aide. Elle fit un signe que oui, tout en regardant vers le bas. Les vieilles voitures ont des sièges un peu plus hauts que les profils bas des voitures d'aujourd'hui. En jetant un regard très perplexe sur leur véhicule, elle lui fit signe de se ranger et de se garer sur le bas-côté. Elle dut répéter sa demande plusieurs fois avec des signes de main et en articulant les mots parce que sa vitre était relevée. Il semblait qu'elle avait des difficultés à nous entendre. Ils virent qu'elle commençait à se ranger, hein, ils finirent donc par la dépasser pour se garer aussi devant elle. En allant s'arrêter sur l'accotement de la route, LC et Charlie se retournèrent pour regarder la vieille voiture derrière eux. À leur surprise, il n'y avait plus rien, plus aucun signe de voiture. Souvenez-vous que cela se passait sur une route non fréquentée, hein, sans intersection proche, hein, pas d'endroit où cacher la voiture. Celle-ci et ses occupants avaient tout simplement disparu. LC et Charlie regardèrent la route vite derrière eux, hein, en retournant s'asseoir dans la voiture, fascinés et perplexes. Il leur apparut évident qu'une recherche se révélerait futile. Hein. Pendant ce temps, un conducteur qui se trouvait derrière la vieille voiture se rangea derrière eux. Il courut vers eux et demanda une explication sur ce qu'était devenu la voiture devant lui. Son récit fut le suivant. Il roulait vers le nord sur la route 167 quand il vit à quelques distances une voiture récente qui doublait une très vieille voiture roulant lentement, si lentement qu'elle semblait presque au point mort. Il vit la voiture récente se ranger sur l'accotement et la vieille voiture commencer la même manœuvre.
Ben, elle cacha momentanément la vision de la voiture récente, hein, et elle disparut aussi soudainement qu'elle s'est égarée. Tout ce qu'il restait devant lui, c'était la voiture récente sur le bas-côté de la route. Désespérant d'associer toute logique à cette incroyable vision, il supposait immédiatement qu'un accident s'était produit. Pas d'accident vraiment, mais quelque chose de plus troublant encore. Après avoir parlé de ce que chacun avait compris, les trois hommes sillonnèrent la zone pendant 1 heure, hein. Le troisième homme, qui n'habitait pas dans l'État, insista pour rapporter l'incident à la police. Bah, il sentait que c'était une situation de personne disparue, qu'il en avait été témoin. Elsie et Charlie refusèrent car ils n'avaient aucune idée de l'endroit, hein, où la femme et l'enfant étaient partis avec la voiture, hein. Ils avaient disparu, d'accord, mais aucune police sur ce plan d'existence n'aura pu les retrouver, hein. Bah, le troisième homme décida enfin finalement que sans leur coopération, il ne pouvait faire lui-même de compte rendu par peur de voir sa santé mentale remise en question. Bah, ils échangèrent leurs adresses et numéros de téléphone pendant des années, ils restaient en contact, hein, simplement pour parler de l'incident. Ils expliquaient, et si cette femme venait du passé, elle aurait fait un saut dans le temps vers le futur, ensuite elle aurait regagné son temps. Bah, c'est quand même étrange, hein, parce que là, dans ce témoignage, on peut dire que certaines personnes font des sauts dans le temps, mais avec leur véhicule. On a l'impression qu'ils sont happés par une puissante dépression électromagnétique qui les projette dans le passé ou dans le présent, ou dans le futur. Et ces histoires de projection dans le temps sont très très multiples, hein. Il y en a beaucoup à travers tout le monde. Certaines personnes n'osent même pas en parler de peur de se faire ridiculiser par ce qu'ils vont raconter. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont happés dans des sortes de couloirs du temps, dans des sortes de trous de verre, hein, qui les projettent vers le temps, mais ensuite ils regagnent assez rapidement leur époque. Ils restent pas figés sur celle-ci. C'est un peu comme l'histoire du voyageur de Times Square. En général, ils ont tendance à regagner assez rapidement leur époque, mais bon, dans le cas de New York, la personne avait été tuée, donc il est resté sur place.